oracles et les devins sont légion. Les prédictions et les prophéties fleurissent à travers le pays. Et l'un des 4 cavaliers remit alors aux 7 anges 7 fioles débordant de la colère du Dieu qui vit pour les siècles des siècles. Apocalypse de Jean. Au XIVe siècle, selon le récit détaillé qu'en ont fait les autorités de l'époque, ce pèlerin fit irruption dans le village de Wine, près de Stonehenge, en avril 1362. Dans des termes obscurs, utilisant des mots inconnus avec un étrange accent, l'homme prédisait une épidémie qui devait, selon lui, exterminer l'humanité environ 600 ans plus tard. À l'évidence, ce scénario apocalyptique rencontre un écho d'autant plus important que la réalité vient souvent l'alimenter avec de vraies épidémies, qu'il s'agisse de la peste, de la variole ou du sida. Et aujourd'hui, nous y ajoutons des horreurs technologiques telles que la guerre chimique qui fit sa sinistre apparition durant la guerre de 14 avec l'utilisation des gaz. Au cours de l'une de ces attaques au gaz, justement, en octobre 17, dans les tranchées françaises, on rapporte le cas de ce soldat qui avait été hospitalisé à la suite de blessures provoquées par des éclats d'obus et tenait des propos étrangement structurés. Si l'on en croit les médecins qui l'ont interrogé et qui n'étaient pas des spécialistes, ce patient présentait des signes évidents d'hystérie. Il employait des mots étranges sans être réellement incohérent. Il ne paraissait pas avoir souffert physiquement des gaz, mais il semblait totalement désorienté. Il prétendait venir du futur et avoir été chargé d'une mission consistant à trouver un microbe dont il disait qu'il allait anéantir l'espèce humaine en 1996. Bien que sérieusement blessé, le jeune soldat disparut soudainement de l'hôpital, sans doute pour mener à bien sa mission prophétique, en substituant à l'angoisse de la guerre déchirant le monde, une angoisse autogène, le complexe de Cassandre, comme nous l'appelons. Syndrome bien connu des spécialistes. Cassandre, dans la mythologie grecque, avait le don de prédire l'avenir, mais était condamné à ne pas être cru. Il s'agit donc d'une angoisse de l'anticipation doublée de l'impuissance à empêcher le malheur. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, sur l'émission Les Congrès de Futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Aujourd'hui, nous recevons Clotilde de Passé Sauvage, de la chaîne Passé Sauvage, enfin, avec qui nous allons parler d'un film que tu as choisi, qui est donc L'Armée des 12 singes. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le choix. On est sur le bon film, c'était le bon extrait de départ, tout va bien. Et nous avons l'incroyable et l'indispensable et le talentueux Nicolas Sébastien Landais avec nous aujourd'hui. Bah bonjour, quelle surprise. Bah oui, dis donc, mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Je vais mettre ma petite musique de fond, ça fait un peu d'ambiance. Ça fait un peu d'ambiance. Ouais, ça fait un peu d'ambiance pour démarrer, c'est bien. Et nous avons Julien qui présente l'émission, il faut le dire. Oui, je suis là aussi, effectivement. Là, c'est pas une voix enregistrée qui arrive sur l'émission. Pas encore. Pas encore. Bientôt, je les ferai. Et du coup, nous sommes donc le 11 janvier 2021. Et donc, il y a 25 ans, il y aurait dû y avoir la fin du monde, selon le film L'Armée de 12 singes, réalisé par notre adoré Terry Gilliam, avec l'incroyable Bruce Willis, Brad Pitt, et j'oublie... Madeleine Stowe. Madeleine Stowe qui est dedans, exactement aussi. Eh ben, d'accord. Et Clotilde, merci de nous avoir rejoints du coup sur l'antenne de Radio Canu. Merci pour l'invitation. Pourquoi tu as choisi ce film ? Alors, en toute franchise. Oui. Ah oui, on aime ça, la franchise. Quand vous m'avez invité, le premier film qui m'est venu à l'esprit, c'est le seul film, enfin c'est mon film préféré, c'est La Jetée de Chris Marker. Et je me suis dit, mais c'est pas bien connu du grand public, pas énormément. Et je savais que L'Armée des 12 singes m'attendait, je l'avais pas vu, donc je l'ai vu la semaine dernière en fait. Quand vous m'avez écrit, le soir même, je fais, allez, parfait. C'est l'occasion. Et voilà, et j'étais contente. J'étais pas du tout déçue de ce film, et même c'est une super adaptation de La Jetée, qui a un format beaucoup plus court. Voilà, c'était au départ c'était La Jetée. Bon, de toute façon, on va revenir sur La Jetée. Hein. C'est forcément dès qu'on est sur les 12 singes, on bascule un moment sur La Jetée. Ça va être absolument nécessaire. De toute façon, chef-d'œuvre de Chris Marker
Tu l'aimes toi, La Jetée, Nico? Oui, moi j'adore. J'adore Chris Marker. Je me suis même acheté le coffret Chris Marker. Tu l'as aussi? Ouf. Ouais, je l'ai. Ouais, il est trop bien. Et ça faisait un moment que je pense pas mal de cinéphiles l'attendaient, ce coffret-là, parce que c'est vrai que ces films, ils étaient quand même relativement difficiles à avoir. La Jetée, il était sur YouTube depuis un moment, donc ça va, mais la plupart de ces films étaient beaucoup plus compliqués à trouver. On va d'abord parler un petit peu de toi, Clotilde, quand même. Clotilde, donc tu as la chaîne Passé Sauvage. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette chaîne? Alors c'est Kesako. C'est une chaîne qu'on dit de vulgarisation scientifique parce que ça parle de disciplines universitaires. Donc là, en l'occurrence, c'est l'archéologie, l'anthropologie et l'histoire. C'est ma formation, donc je suis archéologue. Et en 2016, j'ai quitté la recherche, j'ai quitté la fac et j'ai ouvert cette chaîne pour proposer des petites pastilles qui expliquent des sujets un peu complexes en sciences. J'ai gardé un peu cette complexité et j'ai essayé de relier ça à notre quotidien. Et l'archéologie, ça permet ça. Ça permet de prendre des choses très anciennes et de véhiculer vachement ce qui se passe dans l'actualité. Et voilà, maintenant c'est mon activité principale. Et depuis un an, je quitte un peu le format très très court pas qu''impose YouTube, mais voilà, ça paraît un peu évident que ce soit des formules courtes pour m'essayer au documentaire un peu plus long, moyen, peut-être long métrage. Ok, qui serait diffusé sur quelle plateforme? Sur YouTube. Sur YouTube aussi, ouais. Ouais, sur YouTube et puis aussi sur Vimeo. Ok. Mais je garde YouTube parce que ça a une visibilité qui est incomparable pour l'instant. On verra. Oui. On verra la suite. Tu streames? Non, pas du tout. D'accord. Je suis trop une vie technologique, un jour. T'as aussi rejoint le Vortex, il me semble. Ouais. J'ai vu ça entre temps. Ça a été l'expérience collaborative de YouTube. Avec des chaînes YouTube et puis avec une institution classique, Arte, voilà. Donc c'était vraiment un mix internet-télé. D'accord. Donc j'ai fait la première saison, le premier épisode. Donc j'ai un peu, j'ai lancé. Pas lancé, non plutôt, mais il y avait pas mal d'obstacles à gérer. Mais c'était du coup hyper intéressant. Et c'est un peu la série qui a fait connaître aussi la chaîne. Ouais. Voilà. De toute façon, diffusion Arte, forcément, on a remarqué, surtout sur la vulgarisation. Parce qu'il y a sur leur chaîne le Vortex, mais ils diffusent aussi sur la chaîne Arte, du coup, les épisodes? Je crois pas. Non, c'est que YouTube. D'accord. Ils ont voulu, il y a 2-3 ans, ils ont voulu se placer sur YouTube. Ils ont eu une espèce d'idée, quoi. Et depuis, il y a pas mal de chaînes qui se mettent sur ce créneau-là. Ouais, c'est pas mal. C'est Patrick Beau, il s'appelle la chaîne Axolot dedans. Ouais. Il y a Linguisticae. Ouais, il y a Manon Bril, Dirty Biology, Syllabus. Du beau monde. Ouais, du coup, c'est vrai que ça fait une bonne fenêtre pour ta chaîne aussi, du coup. Et puis c'est des méthodes d'écriture qui sont un peu imposées. Enfin, il faut réussir à écrire avec d'autres gens, avec des disciplines qui sont pas forcément les nôtres. Moi, j'ai dû écrire des vidéos avec une chaîne qui s'appelle Post Process, qui fait du super contenu sur la technologie, l'informatique. Et voilà, avec les sciences humaines, il y avait plein de choses à faire, mais c'était pas évident. Et j'y serais pas allée, moi, de moi-même, je serais pas allée appeler ces gars-là. Et c'était rigolo. Et t'as aussi sorti, du coup, une série de vidéos dernièrement. Tu peux en parler un petit peu de ce dernier projet? Ouais, le dernier projet, il s'appelle Odyssée sauvage. C'est une série, c'est une web-série, 7 épisodes sur la mythologie grecque, qui est tournée en Grèce, donc sur les plus gros sites archéologiques grecs. Et tout le but, c'était de casser un petit peu l'idée que les mythes ont une part de réel. Voilà. Donc c'est vraiment un point de vue archéologique, c'est emmener les gens sur les sites et essayer de proposer une autre lecture et expliquer à quoi servent les mythes. C'est des moyens mémotechniques, c'est du rêve, ce sont des images, quoi. Mais ça fait partie de la fiction. Mais tu confrontes le lieu, un peu sa réalité historique, archéologique, au mythe, et tu essaies de faire un peu la part des choses. C'est tout le travail
mais dans plein de domaines, de faire la part des choses entre ce qui est du réel, ce qui est du palpable, et puis ce qui est de l'imaginaire. Mais l'idée, c'est pas du tout de dire les mythes, c'est pas bien, c'est des histoires pour ceux qui aiment pas la science. Au contraire, c'est essayer de réconcilier les deux et de faire comprendre que les mythes, c'est hyper important. C'est vraiment, même presque, notre société manque de mythologie un petit peu. La preuve, on fait que référence à des mythes qui ont des milliers d'années. On pourrait... Non, il y a les Avengers maintenant. Ouais, non, ils reprennent la mythologie grecque à fond, là. Et t'as placé des petites séquences animées du coup pour habiller les épisodes, c'est super joli. L'originalité de la série, c'est que j'ai fait appel à un dessinateur, Christophe Fournier, qui s'est emparé un peu des ruines et a essayé d'appliquer du dessin et du motion design sur des parois antiques. Et vraiment, si vous regardez les images, ça c'est le fruit de son imagination, parce que moi je suis pas dessinatrice, et donc je lui ai vraiment filé des rushs, un montage, et je lui ai dit tu t'amuses, tu connais les histoires comme tout le monde, vas-y, fais ce que tu as envie. Et il s'est bien débrouillé, ça va. Félicitations pour ça. Il y a une saison 2 de prévue? Ouais, j'aimerais bien. Et dans quel lieu t'aimerais? Quel pays plutôt? Pour que le concept fonctionne, c'est-à-dire un lieu, un mythe, il n'y a pas beaucoup de choix. La Turquie, ce serait pas mal. Ouais. Ok. Mais il faut que le contexte géopolitique s'améliore, donc c'est pas tout de suite. Ouais, ça se comprend. Du coup, tu te tournes vers le passé sur tes travaux sur tes recherches et etc. Et du coup, là, on t'invite à une émission de science-fiction. Ouais. Et même, tu as été invité à un festival de science-fiction. Est-ce que tu aimes le genre un peu en général? C'est une question un peu bateau, mais... Alors, mais c'est compliqué pour moi, parce que la science-fiction, soit j'adore, soit je déteste. Ok. C'est vraiment... Donc, souvent, je m'autorise à regarder des choses en partant du principe que je vais pas aimer, et puis je suis surprise. Et puis, des fois, on me tend des trucs, mais ça, tu peux pas ne pas aimer, et puis je déteste. Par exemple, Asimov, Fondation, je déteste. Ok. Mais c'est ça, il n'y a rien qui passe, quoi. La psycho-histoire, ça passe pas... Ouais, c'est vraiment compliqué. Et par contre, La Jetée, j'ai vu ça, j'avais 15 ans. Ça m'a jamais quitté. Il n'y a pas une journée où j'y pense pas à ce film. Donc, et je me suis même pas rendu compte que c'était de la science-fiction en fait à l'époque. Donc, il y a peut-être que juste l'étiquette science-fiction parfois est un peu lourde. Et il y a beaucoup de films que j'adore. Et après, je me dis mais en fait c'est carrément de la science-fiction. Donc c'est un rapport qui est un peu aléatoire. Et en fait, j'aime la science-fiction, et c'est pour ça que j'ai aimé L'Armée des 12 singes ou d'autres films comme, je sais pas, Soleil vert, ce genre de film. J'aime la science-fiction quand elle s'ancre dans le réel. Par contre, quand c'est dans l'espace, souvent ce que je reproche, je me rends compte que l'histoire tiendrait sur Terre et que l'espace est un prétexte pour des décors, mais qu'il apporte pas grand-chose. Oui, comme Star Wars. Oui, c'est une esthétique. Ouais, je suis hyper pénible. Mais il faut que l'espace, s'il est mobilisé, il faut vraiment qu'il apporte quelque chose. Du coup, je pense qu'il ne doit pas trop aimer le space opéra, mais par exemple, tu pourrais, si jamais tu n'as jamais trop regardé, t'intéresser à RDSF. La RDSF, en fait, c'est un courant de la science-fiction qui repose sur les connaissances scientifiques données à un moment, par exemple aujourd'hui ou il y a 20 ans. Et donc, c'est des bouquins qui s'appuient vraiment sur des choses scientifiques. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyage supralumique, il n'y a pas de trucs comme ça. Même pas de trop planète opéra. On est plus vraiment sur il y a la trilogie de Mars, forcément, j'ai pas me rappeler le titre pourtant. Qui parle vraiment de la terraformation de Mars. Il faut se le taper, les 3 bouquins, et les contextes sociopolitiques, comme si on y allait, etc. Et ce qu'il faudrait faire, les centaines d'années que ça prendrait pour bêtement terraformer, etc. Et on suit l'expédition du début. Après, il meurt, il y a les enfants, etc. Enfin, ceux qui arrivent à peu près à survivre. Donc, je pense que la RDSF pourrait pas te déplaire. Il y a des chouettes trucs. Il y a un peu un Sense of Wonder aussi à des moments. Et voilà. Ouais. Mais c'est vrai que je me rends compte, le cas typique c'est Asimov, mais la science-fiction souvent ça repose sur l'idée de la frustration. On va pas tout savoir, il va y avoir des ellipses énormes, et ça faut gérer. C'est-à-dire que Fondation, les ellipses, faut accepter d'être hyper frustré, de pas savoir tout. Là c'est le cas pour le film dont on va parler. Il y a c'est-à-dire que même les scénaristes se demandaient si les gens et eux-mêmes allaient capter tous les flashbacks, donc il y a un public pour quoi. Et justement, La Jetée, comment ça a résonné en toi et par rapport à ta profession, comment ça résonne encore aujourd'hui?
C'est vraiment... c'est des images qui sont tout le temps dans la tête, parce qu'il y a vraiment une liberté. C'est difficile de parler de ce film. En fait, la particularité de ce film, c'est que c'est pas vraiment un film, c'est un roman photo. Il y a juste une partie qui est filmée. Je crois que s'il y a un clin d'œil d'une femme, la femme à un moment donné ferme les yeux. Ça, c'est la partie filmée, sinon c'est que des photos. Je sais pas trop. Il y a peut-être le côté archéologie du futur, mine de rien. Oui, bien sûr, parce que c'est des images du passé, etc., qui sont un peu reconstituées, qui racontent une histoire. Donc voilà, si on voulait tirer un petit peu, on pourrait partir là-dessus. C'est très poétique. Moi, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est de la poésie, c'est de l'anticipation poétique. On est vraiment là-dessus. Ouais, pour résumer pour les gens, donc c'est un court-métrage de 28 minutes, donc réalisé par le réalisateur français Chris Marker, qui vient de la nouvelle vague, qui s'est un peu toujours spécialisé sur l'expérimentation plutôt, du montage, de notre rapport à l'image. Et voilà, donc il a fait ce film-là, c'est ce qui est son film le plus connu, son court-métrage le plus connu, qui est à base, comme disait Clotilde, de photos, et avec une voix off qui raconte un peu toute l'aventure. Et en fait, ça raconte, ça repose sur un espoir, sur l'espoir que le gars va réussir à changer le cours de l'humanité, et donc de sa vie, et donc d'éviter une mauvaise fin. Une troisième guerre mondiale, comme il dit dès le début. Troisième guerre mondiale, mais aussi c'est sa mort aussi. Et j'aime bien ce film pour les différentes couches. Il y a la vie, il y a l'unité, un individu, sa vie, et puis un ressort beaucoup plus général sur l'humanité, et comme si l'histoire de la Terre reposait sur les épaules d'un seul homme, ce qui est assez aberrant. Oui, d'un point de vue logique. Ouais. Il y a ce rapport un peu à cette image qui est un leitmotiv qui arrive dès le début, qui imprime l'œil du spectateur, et donc qui hante le héros, et qui trouve sa finalité, qui trouve ses réponses, qui donne ses réponses, qui dévoile ses secrets à la fin. Je trouve ça très fort, et d'ailleurs ça a été un peu repris tel quel dans le film de Terry Gilliam. Si on veut, on peut s'écouter un petit extrait de La Jetée. Ouais. J'ai un petit extrait tout sympa. Ça met un peu dans l'ambiance du film, etc., avec la voix, la narration, etc. Le 30e jour, la rencontre a lieu. Cette fois, il est sûr de la reconnaître. C'est d'ailleurs la seule chose dont il est sûr, dans ce monde sans date, qui le bouleverse d'abord par sa richesse. Autour de lui, des matériaux fabuleux. Le verre, le plastique, le tissu éponge. Lorsqu'il sort de sa fascination, la femme a disparu. Ceux qui mènent l'expérience resserrent leur contrôle, le relancent sur la piste. Le temps s'enroule à nouveau. L'instant repasse. Cette fois, il est près d'elle, il lui parle. Elle l'accueille sans étonnement. Ils sont sans souvenir, sans projet. Leur temps se construit simplement autour d'eux, avec pour seul repère le goût du moment qu'ils vivent et les signes sur les murs. Plus tard, ils sont dans un jardin. Il se souvient qu'il existait des jardins.
l'interroge sur son collier. Le collier du combattant qu'il portait au début de cette guerre qui éclatera un jour. Il invente une explication. Il s'arrête devant une coupe de séquoia couverte de dates historiques. Elle prononce un nom étranger qu'il ne comprend pas. Comme en rêve, il lui montre un point hors de l'arbre. Il s'entend dire « Je viens de là ». Et il retombe à bout de force. Oula, l'extrait s'arrête un peu abruptement, c'est vrai. Donc extrait de La Jetée de Chris Marker, donc qui a, on va pas dire inspiré, hein, parce que ce serait un peu qui a été adapté en long métrage, on va dire, ouais. Ouais, Bruce Willis. Dont il a un remake américain qui n'est pas raté pour une fois. Non, c'est vrai. Du coup, tu as découvert L'Armée des 12 singes la semaine dernière. Ouais. Donc, tu connaissais La Jetée par cœur, tu l'avais vu plein de fois, c'est un film que tu tiens énormément. Donc, quelle était ta première action en voyant cette adaptation, enfin, ce remake Oh bah, en fait, j'ai pas trop pensé à La Jetée. J'étais tout de suite dans l'univers de Terry Gilliam, quoi. Je revoyais Brésil, voilà. Et oui, enfin, c'est plus après, je me dis ah oui, si, en fait, il a pas loupé telle partie de La Jetée. Mais c'est vrai que quand on regarde le film, il se réapproprie vraiment l'histoire. Et je trouve que c'est un des films de Terry Gilliam où vraiment il utilise tout son fond de commerce, quoi. Tout y est dans les décors, voilà, il y a beaucoup de références cinématographiques, musicales. Enfin, c'est hyper riche, c'est impressionnant. Et contrairement à La Jetée, où dans La Jetée, donc il y a un homme qui est amoureux, quoi, d'une femme, mais ce personnage féminin, il est présent que par l'image, on voit que son visage d'ailleurs quasiment. Et là, dans L'Armée des 12 singes, le personnage féminin est hyper investi, hyper important. Et ça m'a amusé. Là, j'ai regardé des interviews des années 90 pour la promo de ce film. Et les journalistes ne posent jamais aucune question sur ce personnage féminin, sur l'actrice. Ils parlent que de Bruce Willis, de Brad Pitt. C'est les années, c'est la décennie de ces deux acteurs. Et alors qu'il y aurait, Terry Gilliam et même, toute l'équipe de ce film, ils ont bossé, quoi, ce personnage féminin. Et dans les promos, les journalistes en parlent jamais, quoi. C'est un truc complètement qui dans les années 90 marque pas. Alors que moi, ça m'a vraiment marqué. En voyant ce film, je me suis dit, la vache, ça me rappelle le rôle de la nana dans Hannibal Lecter, là. Clarence. Ce genre de femme qui hyper belle, mais la caméra en fait pas des caisses, quoi, tombe pas dans le cliché. Et ça reste une femme qui a plusieurs facettes. Elle a un côté scientifique, elle a un côté très humain, très investi dans une enquête. Elle va faire avancer l'histoire. C'est autant une héroïne que Bruce Willis, finalement. Et il y a même un jeu entre deux de se convaincre l'un l'autre que l'un est fou, etc. Enfin, il y a une espèce de jeu entre deux, involontaire bien sûr. Ils sont tous les deux dans la résistance, vachement. Chacun pour une raison. Et puis ils vont lâcher à un moment. Ils vont lâcher au cinéma, notamment. Ils sont. Il y a une des séquences du film qui, moi, et la séquence qui me touche le plus, c'est l'espèce de road trip quand ils sont en bagnole, qui est une séquence qui, c'est pas forcément celle que je conseille pour que les gens regardent le film, mais c'est vraiment un moment d'articulation super important, parce que donc la femme, elle est psychiatre, elle est la psychiatre de Bruce Willis, qui est un gars qui retourne dans le passé, qui est présumé fou, et c'est très intuitif. Il y a toute une partie du film qui repose sur l'intuition d'une personne, sur la prétendue folie de l'autre. Et voilà,
dans le film, il y a beaucoup de sujets en fait qui sont brossés. C'est le côté science-fiction. Franchement, je trouve qu'on y pense à peine parce que ça parle surtout de sujets comme la folie, l'enfermement, le monde scientifique aussi. Il y a une grosse critique du monde scientifique. Quelle critique tu y vois du monde scientifique? Eh ben, c'est ceux qui, on l'apprend à la fin du film, mais qui ont peut-être créé la catastrophe dans laquelle se retrouve l'humanité, et qui sont les seuls capables de trouver une solution. C'est vrai. C'est vraiment un abus de pouvoir tout du long. C'est marrant parce qu'en regardant le film, on dirait on a dit ça hier en podcast sur John Carpenter, que je sais plus quel film aurait pu être fait par les complotistes d'aujourd'hui. Et ben là aussi, tu vois, c'est Invasion Los Angeles. Et ben là aussi, L'Armée des 2 singes, c'est un film qui pourrait être fait par un peu dans un délire complotiste 2020. Ça évoque vraiment l'actualité. Oui. Non mais c'est horrible. On est obligé d'y penser. C'est horrible. L'extrait de départ que j'ai choisi, où elle fait un petit speech en mode cours magistral, etc. C'est vraiment oui, alors les épidémies, c'est la merde. Et on dit oui, j'ai fait rajouter un Covid aussi. Tout. Oui, parce que l'histoire du film, c'est un virus qui donc a décimé l'humanité. Je crois qu'il reste 1% de l'humanité qui vit en sous-sol. Ouais, c'est 5 milliards de morts. Voilà. Ouais, et on fait porter le chapeau aux animaux. Et on se rend compte que finalement la faute repose sur un individu qui est en plus un homme âgé, riche, donc qui a du pouvoir, c'est pas un accident, enfin c'est pas que un accident, il y a une volonté derrière. Il y a même une dimension, ça m'a fait rire, une dimension écologique, des espèces de véganes des années 90 c'était assez drôle. Moi, ça m'a fait penser aussi au Covid quand il sort dehors. Donc, on est au début du film. Bruce Willis est envoyé comme volontaire dans la ville. Et on voit que la nature a repris ses droits. Et ça m'a fait penser un peu à ce que disaient les gens pendant le premier confinement. Genre, la nature reprend ses droits. Ouais. Le monde d'après, ouais. Un truc, le monde d'après, il est vraiment pas jojo. Mais, oui, il est joli, moi, je trouve. Ouais, il est, c'est un film vraiment sur le chaos. De toute façon, dès le générique, à chaque fois, les films de Terry Gilliam, dès le générique, on sait à quoi on va être mangé. Et du coup, ce leitmotiv un peu tango, il fait vraiment... Enfin, je trouve qu'il représente parfaitement un peu la folie démentielle que pourrait incarner Brad Pitt dans le film. Et quel sujet pour les autres personnages aussi, évidemment. Ouais, c'est vrai, ouais. Brad Pitt, il joue un gars qui est interné et qui est hyper speed, qui donne vraiment un rythme qui est difficile à suivre. C'est une sacrée performance quand même. Et puis il y a tout un truc, ça j'y ai repensé après, mais tout un truc avec les pupilles. Il a les pupilles vachement modifiées et tout, mais c'est quelque chose dans tout le film en fait, il y a sur certains plans il y a un effet fisheye un peu, où ils ont mis je pense des lanternes devant la caméra, je sais pas trop comment ils ont fait cet effet, où t'as l'impression que t'es en train de tomber dans les vapes en fait. Et même le générique, le générique c'est vraiment c'est le logo de l'Armée des 12 singes qui tourne, il y a vraiment un côté un peu James Bond, psychédélique. Et c'est quelque chose, dans ce film il y a des espèces de patterns qu'on retrouve tout le temps, il y a les grillages, il y a ce côté fisheye, les animaux. Ouais, les animaux. Il y a vraiment tout un truc sur les typographies aussi, c'est hyper travaillé. C'est pour ça que moi j'ai vite oublié Chris Marker, j'étais baignée dans l'univers de Gilliam parce que c'est vraiment tout ce qu'il a travaillé avec les génériques des Monty Python, les espèces de découpage, d'ombres, de trucs qui écrasent vachement. Il y a des scènes, c'est vraiment de l'expressionnisme allemand à fond. Les espèces. De toute façon, dès qu'on est dans le monde du futur,
Je trouve ça vraiment... en 2035 d'ailleurs, il faut le dire. Oui, c'est demain, quoi. Ça a vraiment de la gueule. C'est incroyable, je trouve, l'ambiance et surtout les décors. Donc il y a toujours sa réalisation en focale courte. Donc comme tu dis, ça fait une espèce de déformation presque de l'image. Jeunet utilise un peu les mêmes focales, après assez différemment. Et ouais, les décors, quoi. Les vêtements, tout ça, je trouve que l'imaginaire de SF de Terry Gilliam est super réussi dans ce film-là. Ouais, alors que ça s'inspire de choses anciennes. Ouais, moi j'ai vu des films des années 30 allemands, carrément. Et même des illustrations. D'ailleurs, il y a la chaise électrique, là, la chaise sur laquelle il est questionné. Presque, on peut parler de torture, en fait. Qui monte en hauteur. Je suis allée regarder parce que vraiment, je trouve ça fou, ce décor. Et c'est vraiment calqué sur une illustration d'un gars qui s'appelle Woods. Et ils ont tellement pompé sur le dessin qu'ils ont eu apparemment des problèmes de droit d'auteur après. Ouais. Il y a un côté un peu brocante parce qu'il n'a pas coûté très cher en fait ce film. Donc ils ont un côté briquet de broc, tu vois, ils ont ils ont vraiment construit un centre de recherche futuriste, mais hyper. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est aussi une critique du futur. C'est vraiment un futur qui est punitif, qui est restrictif, qui est raté, quoi, qui est vraiment. Et dans les années 90, quand ce film sort, ça doit tâcher un peu l'an 2000 qui arrive, où on voit le futur comme un truc hyper fluide. Récemment, j'ai revu des clips qui passaient, des clips de musique qui envisageaient l'an 2000, et c'était hyper fluide. C'était coloré, c'était. C'est que des tubes, quoi, où les trucs filent et tout, c'est super simple. Même la marche, c'est un truc hyper. Et du coup, oui, je pense que quand ça sort, ça casse complètement un imaginaire d'un siècle, d'un millénaire qui va commencer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans La Jetée, il y a une partie où il va dans le futur et il rencontre les gens du futur, les scientifiques du futur. Et ça, il y a pas, ils l'ont totalement enlevé dans La Jetée. Mais c'est bizarre ce passage dans La Jetée. Enfin, c'est bizarre. Mais c'est eux qui le renvoient après, qui lui donnent le choix de soit venir dans leur futur. Donc... C'est un peu kitsch dans La Jetée, ce passage. Ouais, ça fait vraiment SF un peu à l'ancienne. Ouais. Mais heureusement, ils l'ont pas repris, cela dit, dans le film. Mais ils ont déjà rajouté pas mal de choses. Je l'ai revu juste après, et un peu pour faire le comparatif dans la tête. Et ça m'a marqué qu'ils utilisent ce procédé-là. Ouais, et puis ils utilisent, dans l'Armée des 12 singes, ils utilisent vachement un personnage, un enfant. Et ça, c'est complètement absent dans La Jetée. Il y a lui, il y a un petit garçon, voilà. Ça commence comme ça finit comme ça. C'est vraiment un regard. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté. Je sais pas ce que ça apporte, à part un peu de pathos, ça accroche, quoi, un spectateur au cinéma, je pense. Ouais. Je sais pas trop. Moi, j'aurais pu m'en passer, je pense, du petit garçon. Mais après, ça explique qu'il ait ces images en tête, alors que dans La Jetée, il y a finalement, il n'y a pas d'explication logique ou rationnelle au fait qu'il ait cette image en tête de base. Et dans l'Armée des 12 singes, ça s'explique parce qu'il l'a déjà vécu. Après, à l'inverse, dans l'Armée des 12 singes, il n'y a pas d'explication logique que elle se rappelle de lui. Ah oui. Ouais. C'est compliqué quand même, ce film. Du coup, ce décalage-là, dans les deux films, il y a ce rapport un peu illogique à un souvenir qu'ils n'ont pas encore vécu, mais c'est pas sur le même personnage. Oui, il y a une espèce de confiance évidente où ils sont pas capables de se souvenir de ce qu'ils ont vécu. Ils sont hyper,
ouvert. Ah oui, j'avais un peu oublié comment la femme vit le truc. Ouais, puis après, c'est un film qui demande pas mal de. On ferait faire des post-it en mode etc. Un peu comme dans Tenet, tu vois, enfin, le genre de film-là. Tu adorais Tenet, je pense. Tenet ? Ouais, tu as adoré. Ok. Non, je rigole. Non. Tu vas détester. C'est vrai ? Moi, je l'ai pas vu personnellement. Ah ouais ? Bon, je l'ai vu au Cinoche. Et je l'ai revu là. Ouais. Et non, il a un souci Tenet, c'est que en fait quand tu le regardes, tu fais c'est cool, enfin tu vois, enfin moi je suis content quand je le regarde, je fais les images sont dingues, le son est ouf, enfin tu vois, et ça passe bien. C'est juste qu'après coup, enfin sur le moment je fais en fait je suis en train de voir un très bon film de SF qui m'éclate bien quoi. Et chaque fois j'en ressors quelques temps plus tard, genre un jour ou deux, je l'ai presque à moitié oublié et je m'en fous en fait. Enfin et genre voilà, donc pourtant je trouve qu'il y a plein de bonnes idées, enfin il y a un côté expérimental etc. Mais moi, Nolan, je trouve ça toujours un peu plat, ouais. Un peu plat, ouais. Je trouve c'est. Après, je suis comme toi, j'apprécie de le voir, mais j'ai jamais classé aucun Nolan dans mes films préférés ni rien. Ouais, il y a eu Memento à l'époque quand même qui est sympa. Ouais. Oui, très bien Memento. Il y a Joe Pantolian dedans. Tu as découvert comment toi l'Armée des 12 singes au final? En son temps, déjà j'étais dans les années 90, j'étais un très jeune adolescent fan de Bruce Willis. À cause de Piège de cristal qui est sorti la même année d'ailleurs. Non, pas Piège de cristal, le 3, Une journée en enfer. J'étais très fan. En fait, j'étais un gros fan de Bruce Willis, je sais pas, c'était un acteur qui me plaisait pas mal. J'adorais la série, qui passait sur M6 un peu à l'arrache, Clair de Lune. Je sais pas. Donc j'adorais, et puis j'adorais John McClane, c'est con, c'est tout. C'est bien que dès qu'il y avait un truc avec Bruce Willis, j'étais un peu à donf quoi, en mode chouette. Alors je trouve que maintenant il s'investit plus trop dans ses rôles et il est devenu un peu, il est pas ouf quoi Bruce Willis. Mais il est vieux quoi. Enfin... Ouais, mais tu vois, Arnold Schwarzenegger, il fait encore des très belles vidéos sur Twitter. Ah d'accord. T'as pas vu la dernière vidéo sur Twitter de Arnold ? Non, elle est dingue. Okay. Elle est marrante. Ah ouais, elle est marrante. Okay. Il a son épée et tout. C'est très visuel. Il fait beaucoup de SF aujourd'hui, Bruce Willis, mais un peu comme Nicolas Cage, des petits films un peu européens, SF. Je pense que le dernier film où il s'est investi un minimum, je veux dire un peu en tant qu'acteur, c'est-à-dire dans son rôle, c'est Looper et encore. Ouais. Pas qui tant. est sympa. Ouais, qui est sympa. Mais Bruce Willis, j'ai l'impression qu'il se fait chier maintenant, mais à un niveau, mais vraiment, il s'intéresse à rien, il en a rien à foutre. J'ai jamais mis de grands espoirs quant à sa personne parce que je le connais pas, et puis je connais pas sa vie, puis je m'en fous quoi. Mais c'est quelqu'un, non, et tu le vois dans un film, tu fais il vient cachetonner, puis point barre quoi. Alors qu'à l'époque, dans les années 90, l'Armée des 12 singes, bon. Une journée en enfer, c'est quand même McTiernan quoi. Pour moi c'est un des réalisateurs d'action préférés au monde quoi. Qu'est-ce qu'il a fait comme film de ouf à l'époque, fin 90. Ça me vient pas comme ça. Mais il en a fait plein. Bien sûr. Tarantino, Pulp Fiction. Rien que ça. Je veux dire, Palme d'Or quoi. Oui, tu vois, il choisissait des projets un peu classouille. Et puis là, il a investi dans le film. Oui, c'est ça. Là, il est dedans. Tu vois l'acteur. Il bosse quoi. Tu vois. Il bave. Ouais, non, mais il bave beaucoup. Ouais. Peut-être qu'il bave parce que Terry Gilliam voulait pas de lui quoi au départ. Il voulait pas de star quoi. Ah oui, du coup, ouais. Mais bon, du coup, il allait à fond quoi. Il y a les deux. Et Brad Pitt est pas trop connu. Il est connu pendant cette année quoi. Ouais. Et c'était l'étoile montante. Moi, c'est marrant parce que je l'ai découvert. Je l'ai découvert chez une tante en voyant la VHS et en me disant tiens je vais regarder ça. J'étais en vacances chez eux et j'étais traumatisé par le moment où il avale une araignée. Ah oui. Déjà, mais vraiment traumatisé quand j'étais petit. Et du coup j'avais je dois avoir 10 ans, donc je pense pendant 4 ans au moins je m'en suis tenu un peu à l'écart de ce film là. Et j'ai revu un peu plus tard et je l'ai vraiment adoré. Mais moi mon premier souvenir de ce film, c'est qu'il m'a traumatisé sur cette petite séquence de rien du tout. Oui. Et en plus dans ma tête avec le temps, je m'étais imaginé qu'elle se passait au moment où il faisait sa première sortie dans la ville, encore dans le futur. Mais ouais. Et je me rappelle aussi d'échanges un peu au lycée avec des amis où c'était en mode c'est le meilleur rôle de Brad Pitt, etc. Et en le revoyant aujourd'hui, je me demande s'il cabotine pas un peu quand même. Il est un peu à donf, ouais. D'ailleurs, on va pouvoir passer un extrait. Mais juste pour venir sur Bruce Willis, du coup, juste pas très longtemps après, il a quand même fait Sixième Sens. Ah oui, bien sûr. On revient sur ça me revient un peu. Très cool.
Bon, Sin City, ouais, si on veut, quoi. Ouais, En fait, c'est classé par genre c'est succès, donc c'est pas très chronologique. Et voilà, je lis donc du coup, bienvenue sur Radio Canu, on lit Wikipédia. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait Armageddon, allez, ok, d'accord. Ouais. J'adorais la musique. Il était investi, enfin, on sentait qu'il était content de bosser sur ces films-là et qu'il était dedans, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, enfin, voilà. Puis, Armageddon pour du Michael Bay, ça reste je pense bien plus honnête que la plupart de ses films. C'est clair. Donc je propose un petit extrait du coup de Brad Pitt, Unleashed, avec donc que j'ai appelé Le Banquet. Alors, Le Banquet. Et donc son père est joué par Christopher Plummer. Cette aimable et si brillante compagnie, j'ai au seul envie de- plaisir, en oubliant un peu le sens du devoir. Mais hélas, j'ai des obligations. Tant il est vrai que les excès d'attention du public et le concert de louanges dont j'ai fait l'objet ne vont pas sans de grandes responsabilités. Je ne vous apprendrai certainement pas que les dangers de la science sont un thème vieux comme le monde. Depuis Prométhée dérobant le feu aux dieux... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai pas d'amis qui doit arriver. Du bon docteur Folamour. Mais jamais encore, depuis que l'homme... C'est ridicule. Sa grande témérité. Mon père est en train de faire un important discours. J'ai pas que ça à faire. Jamais encore le pouvoir dont nous disposons ne nous a tant effrayés. Et ce, à juste titre. Normalement, quand on coince un type dans son genre sans papier d'identité, on est plutôt enclin à l'allumer, passez-moi l'expression. Mais celui-là nous a juré qu'il vous connaît. Étant donné que vous avez fréquenté quelques drôles d'oiseaux dans le temps, on a pensé qu'il valait mieux pas risquer de malmener un de vos meilleurs copains. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Vous pouvez le torturer si ça vous plaît, ou en faire ce que vous voulez. Je m'en retourne écouter le discours magistral de mon père sur les périls. Je viens pour les singes. Pour les singes? Les singes, oui. Les 12 singes, plus précisément. Arnold. C'est dans un sale état. Je croyais que vous le connaissiez pas. Mais si, je le connais très bien, Arnold. Pettibone. La tenue de soirée de rigueur, tu sais. Je t'avais dit de passer, mais mon père reçoit. Que des gens d'exception. VIP, sénateur, service secret. Tu as faim, Arnie? C'est une véritable orgie ce soir. Vache morte, agneau mort, cochon mort. Après toi. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Très séduisante. 90, la grande évasion. Attention. L'hôpital psychiatrique, c'est bien ça, hein? C'est ça? Je ne peux pas vous empêcher de faire ce que vous allez faire. Je n'y changerai rien. Je ne peux pas vous en empêcher. Oh là là, je veux juste une information. Bien, bien. Attention. Rebonsoir, mesdames. Soyez très prudentes, cet escalier est dangereux. Qui t'a craché le morceau? Brunt? Weller? Je veux juste avoir accès au virus originel. Au virus? Oui, pour le futur. Je dois savoir où il est, ce que c'est exactement. Ah, ça y est, j'ai compris, je vois ce que tu mijotes. C'est ton vieux projet, c'est ça? Mon projet? C'est ton projet? Mon projet, je t'as comprends oublié pas de quoi tu parles. Quel projet? Allons donc, on était dans la salle de jeu, on regardait la télévision, et t'étais là à te lamenter sur les malheurs de notre planète, ce que je comprends très bien, et c'est là que tu m'as dit, ce qui serait génial, ce serait qu'un microbe ou un virus élimine d'un coup toute l'espèce humaine en épargnant les animaux et les arbres. C'était Non, trop t'essaies mortel d'embrouiller. comme idée. Arrête. Comment? Et c'est là que je t'ai dit que mon père était un grand spécialiste des virus, et toi tu as dit, il pourrait en fabriquer un, et nous on le volerait. Trop mortel comme idée, trop génial. J'ai répondu, le virus, et maintenant on vit tous sur Terre. Le monde appartient aux chiens et aux chats. On vit comme des vers de terre. Je veux seulement savoir. T'es complètement malade, t'es fou allié, délirant, paranoïaque. T'as le disque dur qui disjoncte. Lâchez-moi. T'as les fichiers qui débordent, mon petit gars. Tu sais ce que c'est que l'armée des 12 singes? Arrête, Une bande de babas écolos qui pleurent sur les belles époques et la forêt amazonienne. Je n'ai plus rien à faire à Tiguignol. C'est terminé. J'en ai eu marre d'être le fils à papa à tout faire. Cette bande de révolutionnaires à la petite semaine. Tu sais où tu peux te carrer ton grand projet? Il y a longtemps que mon père a dénoncé les dangers de l'expérimentation sur la vieille et sur les virus. Cette simple information a profondément marqué ton esprit paranoïaque et délirant. Résultat, une organisation généreuse qui tout à coup transformée en un groupuscule révolutionnaire de la pire espèce. Attention, c'est un coup. Mesdames et messieurs, vous ne devinerez jamais d'où prétend venir cet homme. Le capitaine...
Et voici donc Brad Pitt Unleashed, en train de D'ailleurs, j'ai retrouvé ça très guilliamien le côté le type qui renverse la table, toute près, toute belle, etc. Genre il passe dessus. Enfin, je sais pas, j'avais retrouvé cette image. Il y a toujours, je pense son côté Monty Python est toujours un peu rentre toujours un peu en action contre le mode de vie bourgeois, j'ai l'impression. Encore dans ce film. Oui, oui. De toute façon, c'est. Je me souviens d'une interview de l'époque qu'il avait donnée dans Première que je lisais. Et dans Première, il disait en fait, j'étais en Californie, c'est genre coucher de soleil, j'étais avec ma copine, sa femme, enfin sa compagne, et on marchait comme ça sur le sable à train, puis genre tout était parfait, et il a fait j'ai pas du tout aimé. Il a fait j'ai trouvé c'est trop une espèce de cliché, tout aurait dû être parfait, mais au fond de moi je n'aimais pas ça, je n'aimais pas ce sentiment là, donc j'avais retenu ça de l'époque pour dire. Ouais. Oui, c'est pas trop les ambiances. Ouais, il déteste ça. De toute façon, on voit bien les images qu'ils regardent à la télé dans l'asile, quand ils sont dans l'asile, etc. C'est tout ce que déteste Terry Gilliam qui passe. Je crois qu'on voit d'ailleurs un soleil couchant, enfin en mode de mémoire. C'est intéressant parce que tout le film travaille l'image des médias, enfin, est hanté par l'image des télés, enfin de toutes sortes de médias, du journaux télévisés, la télévision en soi, les écrans, tout ça. Il y a ce rapport un peu. Les affiches dans les rues, où il y a vraiment des couches, quoi. C'est complètement absurde. Il y a tout un truc avec les graffitis aussi, où vraiment il n'y a que l'écriture sur le mur, un peu à la. Comment dire, c'est vachement. Archéologique quoi aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'écriture qui va rester et qui peut être une trace de ce qui s'est passé, voilà, c'est un truc scénaristique qui est vachement mobilisé dans pas mal de films, mais c'est complètement paradoxal, voilà, avec un futur où justement quand on est dans le futur, dans la salle avec les scientifiques, il y a ce côté télé, multi-écran, les scientifiques ils parlent à Bruce Willis, ils l'interrogent avec une caméra qui se déplace un peu, c'est un espèce de robot, et il y a plusieurs écrans, chaque écran est la tête d'un scientifique. Donc ils peuvent pas se parler en direct, il faut que ça passe par... donc il y a vraiment une surcharge de technologie qui n'apporte rien, enfin c'est dans l'histoire, enfin dans le... Ouais, j'ai l'impression qu'il dit la même chose dans le présent du film, c'est-à-dire que déjà... l'écriture est presque déjà dans ce présent-là reléguée à quelque chose des profondeurs, donc les graffitis, tout ça sur les murs, et que ce que suivent les gens, ça va être les médias télévisuels, la télé, tout ça, donc tous ces écrans-là, on voit plein de gens suivre les infos sur les télés, etc. Dans tous les milieux sociaux. Et il y a donc ce côté déjà impossibilité de communiquer, elle est déjà un peu présente de cette manière-là, et en plus tout le film pour moi repose sur deux personnes qui sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc par exemple dans la voiture, tous les deux au début, ils ont ils sont totalement décalés dans leur connaissance du monde, dans leur intention, dans l'intention qu'ils projettent sur l'autre. Et ça, en fait, je trouve c'est un peu pendant tout le film il y a ça. Et petit à petit, les deux personnages, donc de Bruce Willis et Madeleine Stowe, s'accordent un peu. Ouais, ils s'accordent. Mais pour revenir sur la technologie, en fait, dans le film, souvent la technologie leur fait défaut. C'est-à-dire que ça les aide pas. Le téléphone, par exemple, ça foire à chaque fois. Au niveau technologique, ça fonctionne. Il arrive à passer un coup de fil, ou elle arrive à passer un coup de fil, mais à chaque fois, c'est pas le bon interlocuteur, ou alors ça va les trahir, ça va les foutre dans la merde. Ils voyagent dans le temps même. Ils voyagent dans le temps. Et puis même, à la toute fin du film, quand ils sont dans l'aéroport, ils se moquent même de tous les portails de sécurité, où justement un méchant quoi va passer avec son arme, va juste faire un geste où il jette son flingue, il le rattrape juste après le portail de sécurité, et ça c'est vraiment, voilà, c'est un espèce
pied de nez, un peu dire mais votre surtechnologie, regardez, je passe juste à côté et je vais pouvoir tuer des gens. Et même le virus. Même le virus, oui. Le truc, voilà, c'est un virus. Oui, c'est hyper stressant quand il sent, c'est vrai. Il le regarde, mais c'est vide, et puis il tape sur le truc. Oui, il y a tout un truc sur les sens. Ouais. C'est juste un plan sur un nez qui respire un tube vide, et ça va tuer l'humanité quasi tout entière. Ouais, c'est hyper triste comme... hyper con, quoi. Mais le film peut aussi prendre un peu le parti du fait que on le mérite, quoi. Enfin, on s'attache au personnage principal et à ce qu'ils vivent dans le futur, et le fait que forcément ils ont la mort, quoi. Mais il y a ce côté un peu, je pense pas qu'ils le défendent, mais il entend le point de vue du genre, l'humanité, faut laisser tomber autant qu'elle y passe, quoi. Il y a un truc, moi ça m'a presque choqué quand il est justement en 96, quelques jours avant que ce soit la fin du monde. Il filme des villes comme, je crois que c'est Baltimore ou Philadelphie, et en fait les villes sont dans un état délabrement. Déjà, il y a des SDF partout, tous les murs sont abîmés, donc c'est déjà une fin du monde, mais qui n'est pas actée. Voilà, les humains continuent, et ça, c'est une vision de l'Amérique qui est je me suis jamais demandé... montrée, très peu montrée, genre les bas-fonds, la misère qui existe déjà en fait en 96, et que lui il montre de manière... Mais c'est exagéré, ou je sais, par exemple, il y a des quartiers de New York qui avaient cette réputation-là. Il y a vraiment des quartiers même de grosses villes comme ça. Il y a l'exemple américain le plus connu, je crois que c'est la ville de Détroit. Qui a été notamment banqueroute il n'y a pas encore si longtemps, mais même qui à cette époque était vraiment en train de se devenir vraiment une ville morte, et vraiment ce qui est un peu décrit. Je suis pas sûr, je pense pas que ce soit le cas, ou on sait jamais, mais je crois que c'est le genre d'image qui aurait pu être pris pour ça, en fait, vraiment, quoi. Puis ce qu'ils ajoutent dans l'armée des 12 singes, qui est pas du tout dans la jetée par exemple, c'est tout le propos sur les drogues et les prostituées. Et il parle pas de prostituées, il parle des filles, et comme une récompense. C'est un truc hyper archaïque, on dirait une société de sauvages, quoi. Et Bruce Willis, qui est vraiment un crâne rasé, qui a des tatouages sur la tête, il joue le gars qui est sympa, qui dit non mais moi les filles je m'en fous. Il y a une espèce de décalage qui est drôle, moi qui m'a vraiment fait rire, mais voilà, qui est un futur qui est vraiment finalement, je sais pas, on se croirait dans des cellules sous le Colisée, quoi. On dirait, il y a un truc. C'est un futur, c'est même il y a même dans le présent, c'est vrai que c'est vrai. Et le rapport à la folie dans le film, il est vraiment travaillé. J'ai l'impression que c'est un des thèmes centraux de ce film-là, le rapport à ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, et qui est travaillé déjà dans La Jetée. Finalement, il en parle, il le dit, à force, qu'on n'est pas fait pour ces voyages-là, et que on s'y perd. Il me semble qu'il y a une phrase qui est vraiment similaire un peu à ce que va dire Bruce Willis dans le film. Oui, ils expliquent bien que il y a pas de gène de folie, et que c'est provoqué par des vécus, ou que c'est provoqué par l'enfermement, tout simplement. Dans l'armée des... Mais moi, je me souviens plus dans l'armée des 12 singes, ça fait vraiment, un peu le même propos que dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est-à-dire un gars qui a rien à faire là, et qui va finir par être complètement cinglé. Mais en même temps, plus il est fou, plus il se sauve la vie. Donc, il y a vraiment, toute une critique, des médicaments, qui sont censés, calmer la société, et qui repousse la crise, et qui augmente le niveau de crise qu'il va y avoir. Et il y a le truc de l'araignée, c'est vrai, il avale une araignée. Bruce Willis fait des trucs bizarres dans le film. Il avale une araignée, il se coupe les dents, il se coupe les gencives, ça c'est bien dégueulasse. Il va peut-être faire comme DiCaprio et avoir son Oscar. Hein. DiCaprio dans The Revenant, il a mangé des poissons vivants, parce que on disait oui, on va lui donner ton Oscar, il n'y a pas de souci, mais arrête de faire des trucs comme ça. Il n'a pas eu lui. Non, il n'a pas eu. Non, je pense pas qu'il ait été dominé. Et du coup, est-ce que vous avez vu la série télé,
L'Armée des 12 singes. J'ai vu qu'il y avait une série, donc je regarderai pas, je crois. Ouais, il y a 4 saisons d'une dizaine d'épisodes à peu près. C'est sorti entre 1915 et 1918. C'était une très bonne série. 2015 et 2018. Et moi, j'ai entendu énormément de bien. Enfin, je pense que j'aime la faire. Parce que j'ai des critiques ou des gens que je sais assez connaisseurs sur le truc qui en disent énormément du bien et qui apparemment se tient extrêmement bien. Et voilà. Mais donc ni Clotilde ni Nico. Non, mais moi je me demande comment il développe encore le sujet parce que pour apparemment le coup, ça fonctionne, vraiment. J'ai eu des retours du genre ça se tient, c'est une vraie réussite. Ok, super. Donc mais après oui, c'est un peu chronophage. T'as fait 10 fois 45 minutes fois 4. La seule, enfin c'est pas vraiment une critique, mais dans l'Armée des 12 singes, la seule chose qui est difficile, c'est le rythme. Ça va vite. Et les ellipses, elles sont énormes quand même. Et il faut suivre. Il n'y a pas du tout de latence. C'est une gymnastique dans la fin du XXe siècle. Et c'est un peu c'est confus, c'est pas évident. Surtout qu'il y a des arcs scénaristiques qui ont été rajoutés en fait, enfin celui avec Brad Pitt, l'asile de fous, enfin le moment le plus dur à suivre, c'est le début du film. Le début du film, faut vraiment comprendre 90-96, cette espèce de. Et déjà, on est dans le futur, on se demande un peu ce qui se passe, qui c'est, pourquoi il l'envoie. Ce genre de questions, elles sont pas si faciles à appréhender dès le début. Et après, il arrive dans le passé, il se retrouve dans un asile avec un Brad Pitt tout fou. Ouais, Brad Pitt, il est impressionnant dans le. C'est vrai qu'il y a un rythme dans très. L'asile. Moi, j'aime bien la réalisation de Terry Gilliam. Elle est très très baroque dans tout ce qu'il montre. Il est très généreux. Enfin, c'est vraiment foisonnant et ça fait plaisir en fait. Il y a le passage de la Première Guerre mondiale qui est assez impressionnant point de vue réa, enfin puis décor et ambiance. Pour la revue de tout à l'heure, j'avais un peu zappé. Même si maintenant le temps faisant un peu son affaire, ça donne un peu. Enfin, on voit que ça fait un peu théâtre filmé du genre. On voit qu'ils ont fait ce décor de quand il faisait des trous au Verdun. Ouais, de tranchées. De tranchées, merci. J'arrive pas trop. Et on voit, mais c'est la direction de photo, la réal, elle est dingue en fait. Ça fonctionne super bien. Ouais, moi je me suis demandé dès le début du film, on voit une ville abandonnée. Je crois que c'est Baltimore. Je me suis demandé comment ils avaient tourné ça. Décor réel, les bâtiments sont énormes. Ouais, très beaux en plus. Ouais, c'est très beau. Et mention à Roger Pratt. Je sais pas comment ils font. Mention à Roger Pratt qui est le directeur photo un peu de Terry Gilliam et qui a Alzheimer actuellement. D'accord. Et qui reconnaît plus. C'est ses anciens amis du cinéma. Ah ouais. Il est obligé d'avoir une petite carte avec lui qui l'indique. Pensez pour lui. Oui. Mais c'est très beau, justement. C'est quand la ville est abandonnée, tu veux dire? Ouais, c'est au début. Dès qu'il est envoyé, il est envoyé un peu comme à la place des scientifiques pour faire le sale boulot. Pour faire du prélèvement, etc. Et il doit ramener des espèces vivantes, des insectes, et il se retrouve dans Baltimore en ruine, sous la neige. C'est très très beau. Il y a des animaux, du coup, il y a un singe. Il y a plein d'animaux. Mais c'est. Ouais, je me suis demandé comment ils avaient reconstitué ça, comment ils avaient. C'est impressionnant. On se rend pas compte du peu de budget qu'il y a et comment ils arrivent à ce que ce soit assez réaliste. Complètement. Et écoute, le film t'a plu? On va devoir conclure, mais t'as pas été déçu de l'expérience? Tu l'appréhendais toi, ce film? Oui, parce que je suis pas du tout de l'école Bruce Willis et compagnie. Non, mais bon, sans aimer Bruce Willis, ce film en effet. Mais oui, très très bien. Ouais. Est-ce que tu as une actualité à venir hors les productions que tu préparais en début d'émission? Non, que ce cher virus reporte vachement tous les projets. Oui, on connaît bien ça, on ne sait même pas si notre festival 2021 va avoir lieu, les intergalactiques. Je préfère rien annoncer et que ce soit surprise parce que... Bon. Oui. En tout cas, abonnez-vous à ta chaîne Passé Sauvage. Donc Clotilde de Passé Sauvage, comme d'habitude, vu que vous devez maintenant, j'imagine après que je finis ma phrase, regarder ça en podcast sur les internets. Pour retrouver, on met toujours les liens de nos invités. Merci d'être venu. Merci pour l'invite. Et on se revoit de toute façon, on espère sur un intergalactique. Ça serait chouette. Ouais, ce serait bien. Et bien on se quitte sur le thème du film L'Armée des 12 singes. Dont nous venons parler sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios.